Et alors, donc, je vais vous parler donc brièvement un peu donc de la maîtrise. Et si vous avez vu un peu donc l'annonce, on a appelé ça Soyez vraiment donc aux premières loges du tourisme de demain. Et vous allez voir pourquoi, parce que aujourd'hui, donc, la question se pose. Est-ce que c'est vraiment donc le temps de faire une formation de tourisme? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de le faire avec la crise actuelle? Donc, j'ai voulu, donc, pour commencer, évacuer un peu cette question parce qu'il y avait comme un éléphant dans la pièce. Donc, je voulais aller un peu répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire donc des études en tourisme, tenant compte un peu du contexte actuel? Et donc, j'ai vraiment trois éléments de réponse pour vous pour les prochaines slides. Donc, la première question, donc, c'est vraiment est-ce que ça vaut la peine d'étudier en tourisme? Je tiens à souligner effectivement, donc le tourisme ne va pas disparaître. Il va se transformer, comme c'est le cas de plusieurs autres industries. Et par contre, ce qu'on a constaté, là, on est en train de faire donc des consultations auprès donc des gens de l'industrie, donc ceux qui proposent donc des offres d'emploi. Donc, de façon unanime, ce qu'ils nous ont dit, l'industrie ne va pas disparaître. L'industrie n'est pas sa première crise. Par contre, il y aura des changements à venir. Et les changements à venir vont nécessiter des ajustements. Et ceux qui ont le privilège ou qui ont un avantage par rapport aux prochaines, donc dans le contexte à venir, c'est ceux qui ont vraiment des formations assez solides. Et nous, comme je vais en parler dans quelques instants, notre formation est quand même reconnue depuis plusieurs décennies. Nos formations sont accréditées par TEDQual, qui est un peu la certification de l'Organisation mondiale du tourisme qui confirme ou qui justifie comme quoi cette formation est de qualité. Donc, je vais en parler un peu plus tard dans les prochains slides. Deuxième question, est-ce qu'il y aura des opportunités de carrière? Oui, je vous le confirme, il y en aura des opportunités de carrière. D'ailleurs, on commence déjà à voir des signes de reprise, on commence déjà à voir une augmentation un peu dans des offres d'emploi dans le secteur, dans le marché touristique. Donc, oui, ça va être vraiment, donc il y en aura des opportunités. Par contre, ces opportunités, de façon encore unanime, je fais référence aux consultations que nous avons faites auprès des gens du milieu. Ce qu'ils nous ont dit, c'est vraiment on a besoin des gens qui sont capables un peu de comprendre un peu les tendances, de comprendre un peu les modifications à venir, puis de s'ajuster rapidement. Et ça, on a besoin vraiment des gens qui ont une formation de pointe pour comprendre un peu, pour penser le phénomène touristique, non pas vraiment de faire des analyses un peu micro, mais des analyses un peu beaucoup plus macro. Donc, pour saisir, il y a vraiment des opportunités. Parce que ce qui est intéressant, oui, il y a vraiment donc des drames qu'on a vus à travers cette crise, des hôtels, des restaurants, des attractions touristiques, des compagnies aériennes qui ont eu beaucoup de difficultés, voire parfois ils ont fait faillite. Par contre, il y a des opportunités qui sont en cours de développement et il y aura des opportunités dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ce sera encore une fois, donc, ces personnes qui ont vraiment, sont capables de bien lire un peu l'environnement, qui vont être capables un peu donc de saisir ces éléments-là. Dernière question, est-ce que le tourisme va changer? Bien évidemment, il va changer, mais ça serait vous mentir aujourd'hui de vous dire que ça aura un changement radical. Il y aura des spéculations, il y a des papiers, il y a des analyses qui ont été faites pour dire est-ce qu'il y a et le changement va être de quelle ampleur, mais ça reste quand même donc des projections. On va voir avec le temps qu'est-ce qui va rester. C'est sûr, il y a des choses qui vont rester. Si je vous donne un peu l'exemple donc des attentats de 2001, il y a eu vraiment donc un accroissement de la sécurité et jusqu'à aujourd'hui, cette question de sécurité, elle reste, je dirais, présente, très présente lorsqu'on veut prendre un avion. Donc, probablement qu'il y aura des choses qui vont rester probablement un peu sur la question un peu de sanitaire. Est-ce qu'on va faire plus de nettoyage? Est-ce qu'on va faire beaucoup plus donc d'espacement vraiment entre le. Généralement, on pouvait quitter une chambre à midi, puis finalement, la chambre est occupée après 3 heures. Est-ce que finalement, on prendra plus de temps de désinfecter la chambre pour que ça soit prendre 24 heures? Ou bien en termes de destination, je raisonne de façon beaucoup plus globale, est-ce que la destination va essayer donc de cibler plus une clientèle locale? Ça, je pense, un des messages qui est sorti fortement de la part de destinations que nous avons consultées, ils ont dit qu'avant, on s'intéressait davantage à la clientèle internationale. Dans le futur, on va s'intéresser toujours à la clientèle internationale, mais on ne savait pas comment parler à notre clientèle locale. Et donc là, ils se sont trouvés démunis face à cette situation. Par contre, il y a des gens qui ont réussi vraiment à bien faire puis à sortir un peu donc, du lot. Pas plus tard qu'hier, puis je vais en parler un peu dans les prochaines minutes, on recevait donc un hôtelier dans le cadre d'une série de masterclass chez nous, puis il nous disait
qui a tellement innové qui est cette année, pour le Saint-Valentin, il était complet. Alors que depuis quelques semaines, on entendait juste des hôtels qui tournaient autour de 2-5% de taux d'occupation. Alors, eux, ils ont trouvé des moyens de faire, des moyens de communiquer pour dire, OK, notre hôtel, ça va être complet. Et je ne parle pas d'un hôtel de dizaines de chambres, c'est un hôtel de 140 chambres. Donc, pour vous montrer comme quoi, même en contexte de crise, on arrive quand même à trouver des façons de faire, mais il va falloir s'ajuster, s'adapter pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Alors, c'est pour ça, donc, on vous dit, à notre maîtrise, vous allez vraiment être aux premières loges du tourisme de demain, du tourisme qu'on va essayer donc de voir naître dans les prochaines semaines. Ça va jusqu'à présent? OK. Donc, pour les prochaines slides, je vais essayer de vous présenter brièvement le programme. Puis, s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou bien on pourra laisser donc les questions à la fin. Je pourrai répondre à chacun. Donc, comme ça, on pourra vraiment donc partager un peu vos questions à tout le monde. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une longue expertise dans le domaine. Notre département a été fondé donc depuis 1976. Donc, on n'est pas donc c'est pas vraiment une décennie ou deux, c'est vraiment 4 décennies de recherche dans l'enseignement en tourisme. On est 24 professeurs, dont 10 sont spécialisés en tourisme, sans parler un peu donc des chargés de cours. On a un baccalauréat en gestion de tourisme, et donc, mais aussi au niveau cycle supérieur, on a une maîtrise en développement du tourisme, comme je vous présente aujourd'hui. Un DEC, c'est un programme court. Et depuis l'année dernière, on a une concentration en études touristiques dans notre doctorat en études urbaines. Donc, pour les gens qui veulent donc s'inscrire dans une logique de recherche, ben, sachez que vous pouvez aller plus loin que vraiment donc, la maîtrise. Et il y a des opportunités de financement que je pourrais vous expliquer un peu plus tard si ça vous intéresse. Alors, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, notre programme est certifié TEDQuad. Alors, vous voyez ici sur le site web de l'OMT et ce qu'on souligne comme quoi aujourd'hui, il y a à peu près 200 donc, programmes qui existent, qui sont certifiés. Vous allez me dire peut-être que c'est beaucoup. Pas tellement. Si vous regardez donc 200 sur quelques milliers de formations qui existent en tourisme, et plus particulièrement en Asie, on est en Amérique du Nord, on est la seule université francophone qui est dans le programme en tourisme est certifiée vraiment par TEDQuad. Et aussi la deuxième, je pourrais vous dire, en Amérique du Nord, parce qu'on est nous et l'autre prestigieuse université, George Washington University. Donc, on est juste les deux en Amérique du Nord vraiment à être certifiés TEDQuad. Alors, autre point important, c'est que l'objectif un peu de notre programme, il est vraiment diversifié. Et ça, c'est vraiment des objectifs qui datent de même quelques années, mais ça démontre un peu qu'on est capable de bien lire un peu les problèmes touristiques. Et vous savez, aujourd'hui, on parle un peu de la dépendance dans un certain nombre de villes ou de destinations par rapport au tourisme international. Si vous regardez un peu les publications qui ont été faites par nos chercheurs, par nos professeurs, que ce soit dans nos cours, que ce soit les articles publiés, on parlait de ça il y a déjà bien plusieurs années. Puis on disait, en parlant un peu de surtourisme, on disait, ben, il y aura un jour où les gens, donc où les destinations vont avoir, le fait d'avoir développé trop de dépendance en tourisme, vont souffrir. Il va falloir monitorer un peu les flux touristiques. Et ça date depuis plusieurs années qu'on a publié. Donc, l'objectif un peu de notre maîtrise, c'est de comprendre un peu le phénomène touristique. Bien sûr, on va essayer de documenter un peu la dimension historique, mais on va essayer de comprendre un peu l'enjeu social et sociologique. Ce qui est intéressant à regarder dans la présente crise, c'est que les gens, le tourisme était souvent regardé un peu de travers. Ouais. Tu sais, c'est une activité qui, quand même, ça faisait partie un peu du style de vie postmoderne. Sauf que ce qu'on a constaté, que les gens, il y avait un besoin immense vraiment pour voyager. Et c'est comme si devenu les gens, malgré les contraintes sanitaires, malgré vraiment toutes les limitations, les gens, ils aimeraient voyager. Il y avait un article dans le Guardian, il y a, je pense, 2 semaines, qui parlait de ça, qui disait, il faut prendre le temps de réfléchir pourquoi les gens, en temps de pandémie, malgré tout le reste de voyager, les restrictions sanitaires, ils veulent voyager quand même. Donc, du coup, nous, notre objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi. Pourquoi les gens, ils veulent quand même voyager. Puis, on va vraiment aussi faire, au-delà du phénomène, l'objectif un peu donc, de la maîtrise, c'est de comprendre un peu la planification des stratégies de développement touristique. Donc, que ce soit pour le Québec, que ce soit pour le Canada, les États-Unis, la France, les grands pays vraiment, donc les grandes destinations internationales, on essaie justement de comprendre comment il se fait de la planification touristique. Souvent, les destinations ils vont faire de la planification pour je vous dirais, 5 ans. Donc là, l'idée, est-ce qu'on peut vraiment faire de la planification pour 5, 6, 10 ans dans un contexte, dans un monde qui change de plus en plus? Donc là, l'idée pour nous, c'est d'identifier un peu les paramètres qui permettent un peu de faire de la planification touristique. Et bien évidemment,
quand je dis dans un monde qui change plus souvent, il faut vraiment identifier un peu tous les éléments, que ce soit vraiment technologiques, qui sont devenus un élément important dans notre façon de voyager, que ce soit vraiment avant, pendant, après le voyage, mais aussi la question du développement durable qui est super importante et qui va devenir aussi un fait structurant pour le développement des destinations aussi, mais en tant que nous, comme élément de choix pour choisir telle ou telle destination. Donc, nous, à la maîtrise, on essaie donc d'identifier un peu ces éléments-là pour savoir bien lire un peu donc l'environnement touristique et bien le planifier aussi en partenariat avec les acteurs du milieu. Alors, si vous me posez la question, comment? Ben, l'idée, nous, l'objectif à la fin de la maîtrise, c'est de vous donner des outils qui vont vous permettre de vous outiller pour bien comprendre un peu un certain nombre de problématiques dans le domaine touristique. D'abord, en structurant un peu des façons de faire de la recherche, mais surtout aussi en développant chez vous une méthodologie rigoureuse et conséquente en termes de la recherche. Vous allez voir, il y a des façons de faire. Par exemple, il y a les méthodes classiques, un peu donc de faire donc des études quantitatives avec des questionnaires, avec aussi des entrevues, mais on va vous aider aussi à, mettons, faire ce qu'on appelle de l'ethnographie, c'est-à-dire un peu faire de l'analyse, un peu donc des données qui sont disponibles en ligne. Aujourd'hui, on partage de plus en plus de commentaires. Tout ça, il va falloir un peu prendre tout ça je dirais, avec beaucoup de rigueur. Il faut vraiment filtrer tout ça, faire de l'analyse et bien saisir un peu la portée de la chose. On va aussi, au-delà un peu de la dimension méthodologique, l'objectif aussi, c'est de vous faire découvrir des expériences un peu partout à travers le monde. Parce que le tourisme, c'est de facto international. Il va falloir, regarder ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a des bonnes pratiques un peu partout à travers le monde. Donc, l'objectif, c'est de vous outiller sur le plan de la rigueur scientifique, au niveau de la méthodologie, mais aussi au niveau de la connaissance, donc l'acquisition des connaissances, quel que soit vraiment donc le lieu, je dirais la région, le secteur qui produit un peu ce type de connaissances. Alors, si vous posez la question, au bout du compte, la maîtrise, qu'est-ce que ça va me donner? Si je regarde un peu les étudiants qui sont passés chez nous dans les dernières années, et je pourrais vous dire que nous avons un taux donc je dirais, de placement d'à peu près 90-95%. Les trois, je vous dirais, grands segments, vous avez des gens donc, qui sont des chargés de projet, soit qui travaillent comme consultants à leur compte, soit qui travaillent auprès donc, des industries touristiques comme des responsables donc, de recherche et développement, donc des entreprises ou des chargés de projet pour mener tel ou tel projet. En passant, on a des cours justement dont l'objectif est comment savoir mener un projet de A jusqu'à Z dans le cadre d'une entreprise touristique. Des professionnels ou des cadres, souvent des cadres intermédiaires dans des associations touristiques régionales, dans des offices de tourisme, que ce soit des offices de tourisme municipaux, départementaux, régionaux, nationaux ou même des ministres. On a donc des ministres qui sont passés ici dans notre programme et qui aujourd'hui, qui occupent un peu le haut et de l'échelle. Et vous avez aussi des personnes qui travaillent aujourd'hui dans des entreprises privées, que ce soit des voyagistes, que ce soit vraiment des hôtels, des organisations internationales. Puis tout à l'heure, je vais vous montrer donc un exemple d'étudiants qui étaient chez nous, donc aujourd'hui, qui occupent une fonction intéressante donc, dans un hôtel, donc dans une grande bannière à l'international. Alors, donc ça, c'est un peu, je vous dirais, les débouchés, mais ça, c'est vraiment à titre d'exemple, mais il y en a vraiment plusieurs personnes qui ont vraiment trouvé donc, des emplois dans différentes perspectives reliées vraiment au tourisme. Mais je vous dirais, grosso modo, quand je fais un peu l'analyse, c'est vraiment les trois types de professions que les gens donc, ils vont occuper. Alors, la formation était répartie en deux profils, le profil mémoire et le profil intervention de recherche. Alors, on pourrait tout simplement l'appeler stage, mais on aime bien l'appeler vraiment intervention. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller vraiment dans une entreprise pour faire des photocopies, mais plutôt vraiment d'aller dans une entreprise avec un mandat de recherche. Vous allez dire, OK, moi, cette entreprise a une problématique pour résoudre tel problème. Donc, moi, voici ce que je propose. Puis, je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples donc, de ce que nos étudiants y ont fait par le passé. Alors, ce que je tiens à souligner, très important, j'ai écrit ici que le choix que vous indiquez au début, c'est vraiment un choix à titre d'indicatif. C'est-à-dire que vous pouvez décider au début de vous inscrire au profil mémoire, mais vous avez jusqu'à la fin de la première session et même, je vous dirais même un peu plus, même au début, au milieu de la deuxième session, vous pouvez vraiment changer d'avis. Mais c'est très important de faire un choix définitif, disons, à la fin de la première session parce que les cours qui vont venir par la suite, ça va dépendre un peu de la concentration. Mais encore une fois,
pas de crainte si jamais il y a un changement, puis on comprend, il y a des changements parfois dans la vie. S'il y a un changement donc, au niveau donc, du processus, ben, vous pouvez toujours changer donc, de profil. Alors, le projet de mémoire, c'est 21 crédits sur les 45 qui sont donc, au niveau donc, de la maîtrise. Et généralement, on commence à travailler là-dessus, même je vous dirais dès le premier cours, mais uniquement sur le mémoire, c'est probablement à partir donc, de la fin donc, du printemps, c'est-à-dire après la fin de la deuxième session. Donc, première session commence donc en septembre, la deuxième commence en janvier et finit quelque part à fin avril. Donc, vous allez commencer à travailler pour vrai sur votre mémoire quelque part donc à partir du mois de mai, ce que ce soit vraiment pour aller vraiment faire du terrain ou vraiment faire des entrevues. On vous propose c'est préférable de faire le terrain ici parce qu'on le connaît, mais vous allez voir, on a des étudiants qui ont fait des terrains un peu partout à travers le monde, en Australie, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez vraiment faire pour la suite des choses. Ce que je tiens à souligner, pour les étudiants étrangers, il n'y a pas vraiment de nécessité de permis de travail, ce qui n'est pas le cas un peu dans le prochain profil. Alors, quelques exemples de projets de mémoire. Vous pouvez voir que je vous ai mis ici l'année dernière. Développement d'une offre récréo-touristique en contexte autochtone. Série télévisée historique et mise en tourisme du patrimoine, le cas de Downton Abbey. Alors, facteur de polarisation du trafic aérien, le cas de Montréal. Le tourisme des racines, le cas des anciens combattants libanais. Les nouveaux sports estivaux dans le développement durable, tourisme de montagne, le cas du Maroc. Gestion communautaire en tourisme, les défis d'adaptation locale et interculturelle dans le cadre du tourisme d'expédition, l'authenticité des produits autochtones, un enjeu de partenariat de présentation, femmes et tourisme dans l'entre-soi, les systèmes de divertissement, l'amélioration de l'expérience voyage de la génération Y dans le transport aérien. Alors ça, c'est un exemple. Nous parlons donc de sujets qui ont été abordés par le mémoire. Ce que je tiens à souligner, vous voyez, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas des sujets nécessairement très théoriques. Il y a vraiment des sujets concrets, comme par exemple, on peut le voir ici, le développement d'une offre récréo-touristique en contexte autochtone. Donc, l'idée, c'est vraiment de suivre le sujet puis d'apporter vraiment donc des réponses. Mais la différence avec le profil intervention, c'est que ce n'est pas rattaché nécessairement à une entreprise, à une organisation. C'est beaucoup plus global. Alors, l'intervention de recherche en milieu professionnel ou /stage, donc c'est un mandat de recherche qui dure généralement entre 10 à 15 semaines, avec un minimum de 35 semaines, ça peut aller jusqu'à quarantaine de semaines. C'est 12 crédits et généralement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, réalisé à compter de la première année d'études, c'est généralement à partir de la troisième session, après donc avoir fait la session d'automne, la session d'hiver. Là, vous pouvez vraiment choisir votre organisation pour vraiment faire votre stage. Et soit vous pouvez le faire au Québec, mais vous pouvez bien évidemment le faire à l'étranger. Par contre, si vous décidez de le faire au Québec, pour les étudiants étrangers, sachez qu'il faut obtenir un permis de travail. Mais ça, je vous dirais qu'il n'y a pas de souci parce que les gens de nos services à la vie étudiante et plus particulièrement le département international, ils vont vous accompagner bien avant, lorsqu'au début de votre processus, pour faire cette demande. Lorsque arrivera le temps de faire la demande et si vous voulez vraiment faire le stage ici à Montréal ou au Québec, ben il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un exemple donc, de projet d'intervention. Profil du tourisme gourmand dans les marchés de proximité au Québec hors Québec. La Martinique comme nouvelle destination écotouristique pour Voyage Gaillard. La notoriété des événements touristiques et culturels, le cas du festival court-métrage au Saguenay. Pourquoi le tourisme de luxe parvient-il à survivre même en période de crise? C'était un peu prémonitoire. Étude de faisabilité donc, du camping urbain sur les sites de la route bleue de l'île de Montréal. Analyse de la situation touristique au Gabon, enjeu de la mise en valeur des sites naturels. Comportement du consommateur sur des sites touristiques transactionnels, le cas de Bonjour Québec. Et finalement, plan de développement gastronomique et touristique pour le Vieux-Montréal. Ce que je veux souligner ici, c'est que à la fois, vous avez donc des projets d'intervention réalisés dans des entreprises, mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi donc, des projets réalisés dans des destinations, comme c'est le cas ici donc, de la Martinique. Et c'est le cas aussi, donc je me rappelle donc, des exemples qui sont réalisés au Maroc, en France. Je ne sais pas si vous connaissez un organisme qui s'appelle Atout France, qui est l'organisme qui fait la promotion de la France à l'international. Donc, il y a des étudiants qui ont réalisé des projets d'intervention donc à l'intérieur. Donc, voici donc des exemples assez concrets, donc des stages qui ont été faits dernièrement. Alors, sachez qu'il y a des bourses qui sont disponibles au profil mémoire, que ce soit au profil vraiment donc projet d'intervention. Il y a les bourses un peu du Visdicana, les bourses de la Fondation UQAM, les bourses de l'ESG, les bourses de fin de mémoire, les bourses pour les étudiants étrangers uniquement, les auxiliaires d'enseignement, pardon. Et sachez que
Chez nous, on fait travailler beaucoup d'étudiants qui sont dans le programme, qui travaillent avec les professeurs sur leur projet de recherche. Je ne peux pas vraiment vous donner un pourcentage, mais il y en a beaucoup d'étudiants qui, parce que les professeurs, ils ont vraiment des fonds de recherche et les étudiants travaillent beaucoup avec les professeurs. Donc, ça leur permet donc d'avoir, donc, je dirais un peu, donc, un peu un salaire à côté, mais tout en restant un peu dans le domaine donc, de recherche. Et ça, c'est très important pour nos étudiants. Je vais vous montrer donc, quelques exemples un peu plus tard aussi. Alors, pour soumettre votre dossier, il faut que vous ayez un bac dans un contexte Amérique du Nord ou licence, donc, si vous venez un peu de l'étranger. Sinon, ben, avec une moyenne de 3,2, mais on peut considérer aussi donc, des dossiers donc, de 2,8. On va voir un peu, donc on va analyser donc, la lettre de motivation, pourquoi donc, les notes étaient moins que 3,2. Donc, ça, c'est vraiment donc, quelque chose qu'on pourra considérer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez 2,8, donc n'hésitez pas à postuler donc, pour le programme. Si vous avez aussi une expérience professionnelle de 5 ans, donc on peut considérer votre dossier, mais ça, c'est vraiment, il faut vraiment s'intéresser à chaque dossier à part. Ce qu'on vous demande de soumettre dans le dossier, c'est une lettre de motivation. Alors, ce n'est pas uniquement vraiment pour la forme. Pour nous, c'est très important la lettre de motivation. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire après la maîtrise. Et généralement, la question, moi, quand les étudiants arrivent à la première année, je fais vraiment des rencontres individuelles avec chacun des étudiants. Je leur dis, donnez-moi aujourd'hui, je sais pas, on est en 2021, si je vous pose la question, où est-ce que vous serez en 2030? Alors, comment la maîtrise pourrait être vraiment le premier pas pour arriver à cet objectif de 2030? Et là, je vous leur dis, imaginez vraiment, on a le droit vraiment donc de rêver. Est-ce que vous voulez être le ministre du tourisme dans votre pays? Est-ce que vous voulez être vraiment le président de l'association touristique, de l'office de tourisme de votre pays? Ou bien, moi, je veux être entrepreneur, je veux lancer une entreprise touristique. C'est parfait. Et là, par contre, on va situer un peu votre cheminement dans la maîtrise comme le premier pas pour réaliser ce rêve. Vous avez le droit, souvent parfois dans des études de bac, on s'est orienté vraiment vers tel programme parce que c'est ce qu'on trouvait. Mais là, je vous dis, vous avez le choix. On va vraiment prendre pour la main pour réaliser cet objectif-là. Et donc, la lettre de motivation est super importante pour nous expliquer qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite des choses. La maîtrise du français parlé et écrit, la maîtrise de l'anglais, il n'y a pas de cours en anglais en tant que tel, mais la plupart des cours, ils vont vraiment utiliser donc, du matériel en anglais, les lectures, les articles scientifiques, parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des articles scientifiques qui sont publiés sont produits en anglais, avec un relevé de notes, 3 lettres de recommandation, soit de professeur ou d'employeur, et bien sûr, votre CV. Alors, pour la durée d'études, vous avez soit à temps complet ou à temps partiel, donc soit en 2 ans ou en 4 ans. Mais quel que soit un peu le régime que vous voulez adopter, sachez que généralement, un cours, c'est 45 heures, c'est 3 heures par semaine pour 15 semaines. Et généralement, pour chaque heure donc, de travail en classe, ça demande pratiquement donc, 2 heures donc, de travail à la maison. Donc, c'est-à-dire pour 3 heures de cours en classe, c'est vraiment 6 heures de travail donc, à la maison. Donc, c'est un peu différent si vous venez un peu donc, je dirais, du contexte un peu français, moi, donc, qui est passé aussi par ce système-là. Sachant que c'est un peu différent, le modèle, l'organisation des études est un peu différent, mais on va aussi vous prendre pour la main. La première session, c'est vraiment des cours d'initiation pour que vous puissiez vous adapter le plus rapidement donc, au programme. Donc, ça fait un peu le tour donc, donc je vous dirais donc des profils. Plus tard, si vous voulez, je pourrais creuser avec vous, donc en quelque sorte, donc les différents cours qu'on peut donner. Mais ce que j'aimerais vous dire, avant de finir là, sur cette première partie, c'est qu'on organise aussi des activités en parallèle. Cette semaine, on a organisé ce qu'on appelle les masterclass de la maîtrise en développement du tourisme. Et là, c'était vraiment l'objectif, c'est d'organiser, pas une conférence, mais une masterclass. C'est-à-dire que nos étudiants de la maîtrise vont rencontrer quelqu'un de l'industrie. Et là, c'était vraiment innové en temps de crise. Le cas de l'hôtel Montville, d'ailleurs, Jean-Cédric Calais, qui était le maître en quelque sorte, c'est un ancien diplômé de la maîtrise. Je ne suis pas diplômé, ce n'est pas des années 80-90, ça fait 3 ans. Donc aujourd'hui, il est directeur des ventes et du marketing donc, de l'hôtel Montville, qui est vraiment une des plus belles bannières donc, de Montréal. Et là, il nous expliquait comment ils ont
travaillé à innover dans un contexte de crise, quels ont un peu les projets d'innovation qu'ils ont mis en place. Donc, ce n'est pas une conférence. Donc là, on a envoyé une question aux étudiants. Voici un peu ce que vous devez, si vous étiez à la place donc, de Jean Cédric, qu'est-ce que vous allez offrir, qu'est-ce que vous pouvez proposer. Et donc là, lui il est arrivé, il a présenté un peu son hôtel, puis là, on a fait un brainstorming tous ensemble, puis là, on est arrivé avec des solutions, et par la suite, lui, il a présenté un peu comment ils ont fait. Donc ça, c'est vraiment l'objectif des masterclass, c'est de faire atterrir donc, les connaissances sur du concret, mais aussi de développer un peu ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire vos capacités un peu, donc plus je dirais du savoir-être, du savoir-faire pour voir comment on peut, les connaissances que vous avez acquises dans le cadre de la maîtrise, comment ils peuvent se déployer sur le terrain. Alors, on a le programme, on fait beaucoup de sorties dans le cadre donc, de nos cours. Vous avez ici donc, quelques exemples de sorties, que ce soit ici donc, à l'aéroport de Montréal, que ce soit ici dans le terminal de croisière, ici à Montréal. Ici, vous avez en bas à droite le parc Safari, qui est vraiment un parc d'attractions en réfléchissant un peu sur la stratégie numérique. Vous avez ici à Lac Manfremaga, qui est vraiment une région un peu au Québec, pour s'intéresser à la question un peu du tourisme culture et du tourisme de nature. Vous avez aussi à cette question un peu ici dans une entreprise touristique, on s'intéressait à la question donc de la planification touristique, d'aménagement un peu donc des espaces touristiques. Donc bref, la plupart de nos cours organisent des sorties sur le terrain pour comprendre un peu comment ça se fait. Donc cette année, malheureusement, il n'y en a pas eu à cause donc, du COVID. Par contre, on est allé quand même tourner vraiment donc les visites. On a fait des visites virtuelles donc pour pouvoir garder un peu cet aspect ludique. Et donc, si tout va bien à la rentrée prochaine, s'il y a un retour à la normale, ben, on va revenir un peu à nos sorties qu'on va faire un peu partout avec dans nos différents cours. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que nos étudiants participent avec nous dans des projets de recherche. Alors, je donne un peu mon exemple. La photo en haut, c'est avec deux étudiants de la maîtrise qui sont allés avec moi. Donc, ça, c'est à Essaouira au Maroc pour présenter dans un colloque sur la question de la créativité en tourisme, donc à travers dans les exemples de destinations créatives. Et en bas, on est allé l'an dernier en sud de l'Italie pour présenter un article justement sur le tourisme à Montréal. Et finalement, comme vous pouvez le voir ici, on a publié un article donc, dans une revue catégorie A, donc qui est très classée vraiment donc, parmi les meilleurs journals donc, à travers le monde. Et donc, avec vous voyez, donc, mon nom, avec mes deux étudiantes, quand on a publié donc l'article. Alors, vous voyez, donc, et ça, on vous prend en charge vraiment pour vos déplacements, pour votre hébergement, etc. Vous êtes pris en charge. Mais ça fait partie donc des expériences un peu d'être à la maîtrise. Alors, voilà, donc, je vous invite à faire partie un peu donc comme je l'ai appelé, donc, soyez aux premières loges donc, du tourisme de demain. Donc, j'ai d'autres choses à vous présenter si jamais le temps nous le permet, mais j'aimerais vraiment prendre le 30 minutes qui nous reste à répondre à vos questions. Alors, je vous écoute. Je peux y aller, mais moi j'ai une question. Je viens de finir mon bac en communication à l'UQAM et je me demandais c'était quoi un peu le background des étudiants à la maîtrise. Ça ressemble Alors, à quoi? les étudiants, le background des étudiants en a qui c'est vraiment, je vous dirais, comme le tourisme est par nature multidisciplinaire, on a des gens qui viennent des communications, du théâtre même, de muséologie, du patrimoine, de sciences littéraires, l'histoire. Ça vient d'un peu partout. Donc, il n'y a pas nécessairement. Je vous dirais qu'il y a même très peu de personnes qui viennent du tourisme. La plupart viennent vraiment des autres disciplines vraiment autre que le tourisme. C'est vraiment très multidisciplinaire. Il n'y a pas un champ à vous dire, ça vient généralement de ça. C'est vraiment très diversifié. Ok, super, merci beaucoup. Désolé. D'autres questions? Euh, Oui, Claude. mais dans le fond, oui, ben, je finis le bac en tourisme. Oui. C'est essentiel. Puis dans le fond, je me demandais, tu sais, en quoi la maîtrise versus on va approfondir, j'imagine, beaucoup plus, mais là, comme vous dites, il y a plusieurs backgrounds différents. Fait est-ce qu'on recoupe des choses qu'on a vues? Tu sais, c'est plus ça que je me demande. OK. Ben, c'est une question légitime de se dire est-ce que je vais vraiment voir les mêmes cours? La réponse est non. Ça se peut qu'il y ait peut-être des choses que vous avez vraiment vues dans le cadre d'un cours au bac, mais si je vous dirais que ça peut-être constitué à 10%. C'est vraiment la plupart des choses, c'est des nouvelles choses parce que là, on est plus, parce qu'au bac, l'objectif, comme le nom l'indique, c'est vraiment
un bac en gestion du tourisme. Tu sais, c'est vraiment, on est dans la gestion des opérations, etc. Là, on est plus dans la compréhension du phénomène. C'est sûr il y aura des cours de gestion, mais on est beaucoup plus dans un niveau beaucoup plus macro. On s'intéresse au phénomène touristique, essayer d'avoir une perspective beaucoup plus critique. C'est ça l'objectif, de travailler sur les outils méthodologiques beaucoup plus de rigueur, alors qu'au bac, vous avez un certain nombre d'outils pour, par exemple, aller résoudre des problématiques de gestion dans des entreprises. Là, on est dans un autre game, en quelque sorte. On est plus dans une logique de regarder ce qui se passe, d'avoir toujours un esprit critique. OK, ça, pas tout. Et quand je dis esprit critique, ce n'est pas pour dire que le tourisme, ce n'est pas bon. Non, non, non. C'est pour dire, OK, qu'est-ce qu'on comprend un peu du phénomène? Je prends un peu la question du développement durable. C'est quelque chose qui est super important. Mais là, OK, on doit comprendre un peu le développement durable comme phénomène sociétal, comment il s'imbrique en tourisme, mais concrètement, si je suis une destination, comment demain je peux toujours concilier développement de territoire et développement durable? Parce que souvent, c'était en contradiction. Donc, l'objectif, c'est… Mais là, on va vous donner des outils aussi pour aller plus loin au-delà de la réflexion. Donc, et aussi faire de la réflexion parfois critique, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a parfois donc, des destinations ou des entreprises qui font un peu du greenwashing. Ben, l'idée, c'était, OK, au-delà de ça, prendre le temps de réfléchir et donc de voir un peu la suite des choses. La question des changements climatiques, par exemple, sans nommer une destination avec laquelle on travaille actuellement, on sait que cette destination, si on fait les projections d'ici 2040-2050, ben cette destination qui est une destination insulaire, la section où je dirais le territoire touristique ou le quartier touristique, ils vont disparaître pratiquement à moitié de 50% si vraiment le niveau d'eau continue à monter. Et donc là, la question qu'on se pose pour ce type de destination, comment on peut les aider à faire de la planification touristique tout en comprenant un peu cette question de changement climatique et prendre en considération donc le développement touristique. Donc ça, c'est un peu des choses qu'on essaie de concilier. Pour donner un autre exemple, sur la question un peu des technologies, c'est pas juste, par exemple, tu as vu dans le cours été 41-50 de voir comment on peut utiliser donc, les technologies, mais là, on va passer à un niveau beaucoup plus macro. Si je suis une destination, comment je peux vraiment faire de l'analyse at large de la destination au niveau technologique. La technologie comme phénomène, ça donne quoi, ça sert à quoi, etc. Puis là, si je suis à faire de la planification touristique en tant que destination, comment je peux utiliser le data, le big data, l'intelligence artificielle, donc tous ces nouveaux éléments, comment je peux les intégrer pour faire de la planification touristique à court, moyen et long terme. Donc, vous voyez, on est comme… Et là, je peux vous donner l'exemple de votre collègue Carl Delorme, qui a effectivement fait le bac en gestion du tourisme, qui a fait la maîtrise, et là, il est rendu au doctorat en études touristiques. Donc là, il est passé par les trois, mais je pourrais vous mettre en contact avec lui. Il va pouvoir expliquer un peu les différences qu'il a vues entre les deux. Merci. Clémence, Françoise, est-ce que vous avez des questions? Non, la présentation était assez complète. Okay. Ben, par contre, je pourrais peut-être vous présenter un peu donc, les cours qui sont proposés donc, à la première et la deuxième session. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc, à la première session, le cheminement des études, donc le profil mémoire, à la première session, vous avez 4 cours obligatoires. Par contre, je tiens à le préciser qu'on ne recommande pas que vous preniez 4 cours. On vous recommande uniquement de prendre 3 cours pour que la charge de travail soit gérable. Donc, parmi les 4, on vous propose donc de prendre 3 cours. Vous pouvez prendre uniquement 2 et compléter par un cours optionnel parce que toujours, à part les cours obligatoires, on propose des cours optionnels. Par exemple, à la session de l'automne 2021, il va y avoir donc les 4 cours que vous voyez ici, mais il va y avoir le cours dimension économique du tourisme, il va y avoir le cours tourisme de nature, il va y avoir comportement du consommateur en tourisme. Donc ça, il y aura ces 3 cours donc qui seront proposés en plus. Après ça, la deuxième session, on va travailler avec vous votre projet de mémoire. Donc, c'est un cours dont l'objectif est de vous accompagner à mieux planifier votre projet de recherche, à définir votre question de recherche, la sous-question de recherche, le cadre théorique, le cadre conceptuel. Et en parallèle, vous avez un autre cours méthodologique qui travaille avec vous. OK, vous avez pensé à votre question de recherche, mais de l'autre côté, comment vous allez vous y prendre? Et donc là, on va vous proposer donc des méthodologies, soit qualitatives ou quantitatives, généralement, on vous propose de prendre ces 2 cours-là avec les 2 autres cours optionnels qu'on va vous proposer donc à la prochaine session.
À la fin de la session d'été, il y a soit vous décidez de ne pas prendre de cours optionnels, soit vous décidez donc vous commencez votre terrain de recherche si vous le souhaitez. À la quatrième séance, donc vous complétez un peu les cours obligatoires. Si vous avez fait 2, vous complétez les 2. Si vous avez fait le 3, donc vous complétez le 1. Ou vraiment, vous complétez un peu vos cours optionnels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 6 cours obligatoires en temps de tronc commun et vous avez 2 cours au choix en fonction de votre sujet de recherche. Donc, en tout et pour tout, au projet de mémoire, au profil de mémoire, vous avez uniquement 8 cours à faire et le reste du temps, c'est vraiment dédié à la rédaction de votre projet de mémoire. Donc, du côté un peu du cheminement donc des études profil intervention, c'est la même chose à la première session. À la deuxième session, c'est la même chose. Par contre, vous avez 2 cours de plus, gestion politique ou légale et administrative du tourisme. On peut l'appeler gouvernance touristique des territoires touristiques. Et vous avez gestion de projet touristique. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire les 4 en même temps. Vous pouvez faire 2, puis 2 à la session d'après. Mais les 2 qu'on vous propose, nécessairement, c'est vraiment le premier et le deuxième. Le premier travaille avec vous, votre projet d'intervention. Il va vous aider à trouver votre stage, faire votre démarche auprès des entreprises, des organisations, mieux formuler votre problématique. Et le deuxième, mieux vous aider à préparer votre méthodologie donc de recherche auprès de l'organisation. Et à la session d'été, vous pouvez tout simplement commencer votre projet d'intervention donc, au niveau donc, des entreprises. Et à la session d'automne, vous complétez un peu les cours obligatoires que vous n'avez pas à la première session et vous complétez un peu donc, votre recherche. Donc, en disant vous avez 11 cours, donc c'est 3 cours de plus que vraiment que le profil mémoire. Alors, si vous posez la question pourquoi, pas parce que le résultat final, je dirais le volume du mémoire est nécessairement beaucoup plus important que le volume donc, du projet d'intervention. Généralement, les projets donc, de mémoire de recherche, généralement, ça tourne autour de 100 à 120 à 150 pages, mais en minimum qu'on existe, c'est 75 pages. Alors que pour le projet d'intervention, c'est généralement une cinquantaine de pages. Et il ne faut pas oublier que le projet d'intervention, c'est un projet d'intervention où il y a vraiment, vous avez une rémunération. Donc, c'est ce qui explique un peu la différence entre les deux. Pourquoi il y a plus de cours dans le projet d'intervention versus le projet donc de mémoire versus projet d'intervention. Et bien évidemment, à la fin, on va être bien fiers donc, de vous accueillir dans notre fameuse collation de grade. Donc, si vous avez décidé d'intégrer donc, la maîtrise, donc probablement que ça sera en présentiel. J'ose espérer que ça sera réglé d'ici là. Alors, voici un petit peu, je vous dirais, un petit tour donc, de jardin donc, de notre maîtrise. Donc, je ne sais pas si maintenant vous avez des questions.